Bonjour Catherine Vautrin. Bonjour Sonia Albrook. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la ministre du quotidien. On va le voir, vous coiffez dans votre ministère beaucoup de sujets qui nous concernent au premier chef. Vous êtes la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des familles. Et en parlant de famille, on pense d'abord à celle de Mélanie, bien sûr. Une minute de silence, Madame la ministre, sera observée dans toutes les écoles ce midi à la mémoire de cette surveillante scolaire, poignardée par un adolescent de 14 ans qui n'a exprimé ni regret, ni compassion, qui lui a porté froidement plusieurs coups de couteau. Cette minute de silence n'est-elle pas une minute d'impuissance aujourd'hui ? Vous savez, je pense qu'il y a, dans un drame comme celui-là, il doit y avoir le temps de l'hommage. Le temps de l'hommage pour les proches, pour la famille, et j'ose dire, le temps du respect de toutes les familles de France. Et si cette minute de silence permet que les enfants rentrant de l'école parlent à la maison de cette minute de silence, que les parents expliquent et échangent avec leurs enfants sur ce drame, sur ce côté absolument inacceptable, eh bien à ce moment-là, nous passons de l'hommage, du respect à un élément éducatif. Et moi, je souhaite que cette minute de silence soit aussi dédiée à cela. Aspect éducatif, mais alors l'aspect politique. Le président veut interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Le mis en cause n'a pas été influencé, semble-t-il, par les réseaux sociaux, selon le procureur. Le Premier ministre veut interdire la vente de couteaux mineurs. Le mis en cause a pris le couteau dans la cuisine familiale. Le gouvernement parle de santé mentale. L'adolescent ne présente pas, semble-t-il, de signes ou de troubles mentaux, selon le procureur. Est-ce que toutes ces propositions-là, elles se heurtent à une réalité, elles sont déjà inefficaces, inopérantes ? Alors, vous savez, comme vous, j'ai écouté le procureur. Je ne suis pas là pour juger le cas d'un enfant que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Pour autant, j'ai quand même entendu, pas plus tard qu'hier soir, dans la conférence de presse du procureur, le procureur dire que cet adolescent de 14 ans a quand même expliqué être fasciné par la violence, passer du temps devant des jeux éminemment violents. On retient une préméditation avec une volonté de faire du dégât. Enfin, des termes qui sont quand même, excusez-moi, des termes qu'on ne doit pas entendre dans la bouche d'un enfant de 14 ans. Donc derrière cela, moi je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et que les Français n'ont pas envie qu'on explique que, évidemment, claquant des doigts, on va apporter une solution. Je pense que nous avons un bouquet de solutions. Le premier, c'est évidemment la place éducative des parents, parce que l'éducation, elle se passe au sein de la famille. Une responsabilité, Madame la ministre, des familles ? Parce que là, c'est semble-t-il, un milieu social inséré. C'est pas une famille démissionnaire, comme on dit souvent. Mais vous savez, madame, je pense que pour cette famille, c'est probablement un drame absolu, et du moins je l'espère, de se rendre compte de ce qu'a pu faire leur enfant. Et je ne suis pas là pour critiquer cette famille. Je suis là pour dire que, évidemment, le rôle éducatif des parents est majeur. Ensuite, oui, il y a l'école est le lieu de l'instruction. On doit pouvoir aller s'instruire à l'école en toute sécurité, et celles et ceux qui transmettent le savoir, celles et ceux qui accompagnent, doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Derrière cela nécessite incontestablement des mesures de protection dans le contexte dans lequel nous sommes. Troisièmement, oui, il y a des suivis médicaux. Je suis consciente, évidemment, des difficultés aujourd'hui en termes médicaux, mais pour autant, je pense que c'est sur l'ensemble des différents domaines que nous devons travailler. Vous avez dit, à raison, donc l'école instruit, la famille éduque. Et quand la famille n'a pas ce rôle éducatif, est-ce qu'il faut conditionner, Madame la ministre, des aides aux familles qui ne respectent pas, qui ne remplissent pas cette mission essentielle ? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une proposition de loi qui vient d'être discutée, qui est la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et dans cette proposition de loi, il y a pour la première fois la création d'un délit de soustraction précisément à ses obligations légales d'un parent. Ce qui montre bien que être parent, c'est une responsabilité. Et vous êtes favorable ? Bien sûr, et que chaque parent doit assumer les responsabilités qui sont les siennes. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser un parent tout seul. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur la façon dont les gens éduquent leurs enfants. Je suis là pour dire qu'on a une responsabilité en tant que parent, et que cette responsabilité d'élever, d'accompagner son enfant, on doit la porter. Alors la question de la santé mentale des jeunes doit être traitée évidemment également. Dans le Parisien ce matin, des propositions sont formulées qui font partie du plan santé mentale, mais antérieures à ce drame. Il est question d'avoir 2 référents dans chaque école à partir là de la rentrée 2025-2026 qui seraient chargés de détecter des signes précoces. Avant de rentrer dans le détail, Catherine Vautrin, santé mentale, grande cause nationale ou grande oubliée nationale en réalité ? Je pense que d'abord, il y a un travail très important qui a été fait
par Yannick Neuder, mon ministre auprès en charge de la santé et de l'accès aux soins. Et l'idée, c'est de dire que la cause, c'est bien, la réalité, c'est encore plus important. Et le travail que propose Yannick Neuder dans son interview de ce matin, c'est précisément plusieurs choses. D'abord, cette capacité en lien avec la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale de travailler sur le repérage, c'est-à-dire des enfants qui ont des signes de fragilité psychologique qu'il faut être en capacité d'accompagner. C'est ensuite de former les infirmières scolaires. Il y a une difficulté. Attendez, donc les référents seront les infirmières scolaires? Non. Vous avez d'une part des référents. D'accord. Mais qui seront-ils, Madame la ministre? Ce seront des personnes de l'enseignement, qui sont des personnels de l'éducation nationale, qui seront... Médecins scolaires, assistants d'éducation, infirmiers, professeurs? On est sur des personnels d'encadrement, d'accompagnement, et qui auront une formation spécifique pour répondre à ces situations qui, malheureusement, on le voit bien, sont de plus en plus fréquentes. On sait tous que un marqueur extrêmement important sur les violences faites aux enfants, c'est le Covid. Tous les professionnels mettent en avant qu'en post-Covid, on a une recrudescence de la violence très importante. Cette recrudescence de la violence, on la trouve dans les établissements scolaires. C'est pour ça qu'il faut répondre. Ensuite, vous avez évidemment les professionnels du soin. Ce sont les infirmiers scolaires, bien sûr, qui ont besoin d'être accompagnés. Et vous allez me dire, il n'y a pas assez de médecins scolaires. Et vous avez raison. La question... C'est un délabrement. Mais attendez, on ne va pas se mentir. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose de 2025. C'est quelque chose de peut-être même siècle dernier. Alors, puisqu'on ne claque pas des doigts. On forme. Actuellement, nous sortons 10 000 médecins par an. C'est 10 000 médecins que nous sortons tous les ans. Nous avons besoin de généralistes, nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin de psychiatres, nous avons besoin évidemment de gynécologues obstétriciens. Toutes les spécialités à garde sont particulièrement des spécialités dans lesquelles on a moins de monde. Notre difficulté, pour reprendre le fait générateur, ce sont les années 95. On avait à l'époque 3 200 médecins formés. Alors, on paye aujourd'hui ces années-là. 10 ans de formation, n'oubliez pas. Mais ça veut dire qu'à la rentrée, c'est une promesse, ça sera tenu 2 référents? Non, il y a d'une part ça, il y a d'autre part... Attendez, ça sera tenu 2 référents? Oui. Pour chaque école? Ça sera tenu, oui, puisque c'est du personnel existant qui va être formé. Donc ça sera On verra tenu. Qui sera volontaire, je pense que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais ça sera tenu. De la même manière, les infirmières scolaires seront formées. Moi, je voudrais souligner l'immense travail fait par les infirmières scolaires. Je vais vous donner un autre exemple. Le travail qui a été fait en matière de prévention sur, par exemple, la prévention du cancer de l'utérus sur les très jeunes filles. Ce sont les infirmières scolaires qui ont mené cette action avec succès. Donc, mettons en avant l'excellent travail qui est le leur. Nous sommes d'accord, mais vous vous heurtez à la réalité, au manque de moyens. Aujourd'hui, à chaque problématique, il y a un référent harcèlement, référent laïcité, référent égalité. Permettez-moi de vous dire, manque de moyens. Je rappelle quand même que le budget de la santé dans notre pays, c'est 243 milliards, 9 milliards de plus que l'année dernière. Donc le sujet, il n'est pas que sonnant et trébuchant. Il est d'abord un choix de spécialité, une des choses très concrètes. On a besoin de sortir plus d'internes en psychiatrie. Yannick Neuder le dit très justement. Notre objectif, c'est 600 internes en psychiatrie, horizon 2027. C'est comme ça qu'on avancera. C'est en mettant en avant cette spécialité et en formant des gens dans cette spécialité. Alors, autre sujet dans l'actualité, vous êtes attendu sur ce sujet, parce que c'est toujours en lien avec les familles d'ailleurs. Il s'agit du complément de libre choix du mode de garde qui permet en fait de financer une partie des dépenses liées à la garde d'un enfant de moins de 6 ans. Pour beaucoup de familles, Catherine Vautrin, c'est fondamental, en particulier pour les familles monoparentales, mais pas seulement. Qu'est-ce qui va concrètement évoluer et changer? Alors, déjà, on se rappelle la situation, ça concerne 700 000 familles, et très concrètement, ce sont des familles qui font le choix de confier leur enfant à une assistante familiale ou qui ont quelqu'un à la maison qui garde leur enfant. Jusqu'à maintenant, il y a 3 forfaits qui vous permettent d'avoir un financement de l'État pour prendre en charge une partie du financement de la garde de votre enfant. Si vous avez un enfant, 2 000 € de revenus mensuels, ça vous coûte 350 € de reste à charge. Par mois. Ce qui n'est pas neutre. Là, l'idée, c'est de regarder le revenu de la famille, sa composition, le nombre d'enfants, le nombre d'heures nécessaires en fonction de vos activités professionnelles. Et ça permet, sur cet exemple de cette famille, d'avoir un reste à charge qui passera à 200 € par mois. D'accord. Donc de 350 € à 200 pour une famille qui a des revenus de 2 000 € par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai sur tout l'éventail des revenus familiaux, ce qui veut dire que même des familles plus aisées
peuvent avoir un complément plus important. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de permettre de répondre à cette difficulté pour certaines familles de trouver un mode de garde. Je rappelle que nous avons aujourd'hui 40% des familles qui n'ont pas de mode de garde et dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui donc gardent les enfants à la maison ou bien des solutions qui ne sont pas pratiques. Deuxième point sur lequel je veux venir sur ce décret qui sort ce matin, c'est très concrètement que nous parlions du rôle des familles et de l'accompagnement des enfants. Jusqu'à maintenant, cet accompagnement financier allait jusqu'aux 6 ans de l'enfant. J'ai décidé que dans le cadre des familles monoparentales, nous allions aller jusqu'à 12 ans. Je ne veux plus d'enfants avec la clé de la maison autour du cou parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. D'enfants avec la clé de la maison autour du cou, l'image est frappante. À 7 ans, vous ne pouvez pas rentrer tout seul à la maison sans être accompagné. Et bien là, avec cette augmentation du forfait, ça permet aux familles monoparentales, on va se le dire, la plupart du temps, des mamans solo qui sont toutes seules à gérer, elles ont besoin de cette aide. Troisième élément, les familles de France ont évolué. De plus en plus... Une garde alternée. Exactement. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va permettre que chacun des parents, dès lors qu'il... Verser aux 2 parents? À due proportion évidemment. du moment où il a l'enfant. C'est juste normal. La maman peut aller travailler, son enfant est gardé. Le conjoint peut aller travailler, son enfant est gardé. C'est du bon sens, mais qui permet de répondre concrètement et qui peut aussi permettre, garde alternée, vous le savez comme moi, on vit au même endroit, sinon c'est pas possible. Ça veut dire qu'en plus, pour l'enfant, il peut y avoir une continuité du mode de garde, puisque par définition, les 2 parents bénéficiant. Ça va parler évidemment à beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs ce matin. Alors, puisque vous parlez du bon sens, on va voir si dans ce dossier, il va y avoir du bon sens, puisque les taxis ont repris leur mobilisation. Catherine Vautrin, mobilisation contre la tarification du transport sanitaire. Ils ont bloqué les axes hier à l'aéroport d'Orly, de Roissy et également Bercy. C'est un rapport de force qui s'installe très concrètement. Vous allez reculer ou vous allez tenir? Mais tout le sujet, c'est bien évidemment de continuer à travailler. Nous avons besoin, nous parlons de 65 millions de courses par an. Pour être très concrète, ce budget des transports a augmenté de 45% entre 2019 et 2024. Sur 5 ans? Oui, 19-24. Okay. Sur la seule année 24, la hausse est de 7%. 3 milliards 100 millions d'euros. 7%, ça fait 200 millions. Et donc demandé, oui, 200-300 millions. Et donc, si vous voulez, le sujet, pour être très précis, c'est de regarder la tarification, la géolocalisation. C'est une discussion qui date de 2024. Oui, c'est une convention cadre. Nous sommes prêts à faire des améliorations, mais je souhaite que nous continuions. Et je remercie la ministre des Comptes publics, le ministre de la Santé qui travaille avec les taxis. Et je ne doute pas que nous allons trouver une solution. Et je rappelle que je suis parfaitement... Une solution sans lâcher sur ce que vous demandez. Sans lâcher sur parce que, pardonnez-moi, le Premier ministre veut grimper l'Himalaya, mais alors si c'est 300 millions, la petite colline qui vous bloque, vous n'irez pas très loin. Notre sujet, c'est très concrètement de pérenniser. Rien n'est gratuit. Le transport, ça coûte au budget de l'État. C'est pas du soin, c'est du transport. C'est pris sur le budget de l'assurance maladie. Et c'est normal que l'assurance maladie veuille travailler avec les taxis pour avoir quelque chose qui permette des transports partagés, pour prendre un seul exemple. Et je n'oublie pas, en disant cela, que la France est diverse. Je suis une élue d'un territoire champenois qui sait ce que c'est que la ruralité. Je mesure que quand on est dans un village rural et qu'on a besoin d'aller au centre hospitalier universitaire, on a besoin d'être transporté. Maintenant, en fonction des pathologies, la façon dont on est transporté peut être un peu différente. Et je pense que chaque Français, je dis bien chaque Français, c'est pas que... peut le comprendre selon vous. Mais oui, ça ne concerne pas que les taxis, ça concerne chacun d'entre nous. Vous savez, la phrase est simple. Vous rappelez, Kennedy, plutôt que de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Certains estiment qu'ils ont beaucoup fait depuis des années. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. La sécurité sociale va avoir 80 ans au mois d'octobre. On veut la garder. Qu'est-ce que chacun d'entre nous fait pour la sécurité sociale? Rien n'est gratuit. Tout a un coût. L'effort de chacun permet de pérenniser la sécurité sociale. Madame la ministre, il nous reste une minute ou un peu plus, mais je voudrais une réponse rapide pour conclure sur des sujets très différents. Vous êtes la ministre des Familles. Est-ce que vous êtes pour ou contre les hôtels ou les restaurants no kids interdits aux enfants? Non.
C'est rapide. Vous êtes en charge de la santé. Vous avez récemment interdit la cigarette sur les plages. Et dans le même temps, vous interdisez des alternatives comme les vapoteuses jetables. Alors là, vous êtes pour le tout répressif. Vous croyez que ça va marcher? Non, je suis sur un phénomène extrêmement important, c'est que vapoter, c'est un outil de sevrage. Et ce que je vais faire, c'est baisser le taux de nicotine d'un côté, arrêter 50 000 parfums qui peuvent eux aussi créer une addiction. C'est facile d'interdire la cigarette sur les plages. Non, c'est des tonnes de mégots à détruire. C'est une gêne pour nombre de Français. Le tabagisme passif, c'est pas non plus une bonne solution. Partout où il y a un enfant, on doit éloigner le tabac. Mon objectif, c'est quoi? Que les enfants nés en 2025 constituent la première génération sans tabac. Il faudrait peut-être l'interdire, qu'il soit vraiment interdit à l'école. Sur les retraites, Madame Catherine Vautrin, les syndicats sont, semble-t-il, ouverts, enfin, ceux qui restent autour de la table, à un compromis, même sans revenir sur les 64 ans. Est-ce que ça veut dire qu'un retour en arrière sur les 64 ans n'est plus un prérequis, c'est acté désormais? Écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas encore la copie, donc je me garde bien de tirer des conclusions. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un gros bouger sur l'usure professionnelle, la prise en compte des carrières des femmes. Ce sont deux éléments importants. On est évidemment très attentif aux travaux menés et on va regarder ça dans les jours qui viennent, puisque maintenant nous sommes presque à la fin des travaux de la délégation paritaire permanente. Plus que deux questions. Création d'un délit d'entrave sanctionnant le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher quelqu'un de réclamer l'aide à mourir. Comment peut-on vraiment, Madame Vautrin, alors là, ça nécessiterait des heures en réalité, oui. Mais comment on peut sanctionner quelqu'un, une personne, un soignant qui privilégie la vie? Alors d'abord, le soignant, il a sa clause de conscience, premier élément. Deuxièmement, ça ne s'adresse pas réellement aux soignants, c'est une initiative parlementaire, pas du tout une initiative gouvernementale. Vous êtes défavorable? Que cette notion, elle a été votée par les parlementaires sur une initiative. Mais je pose la question à Madame Catherine Vautrin. Madame Catherine Vautrin, elle a donné un avis de sagesse sur le délit d'incitation. Donc vous voyez qu'était l'autre élément. Mais pour être très concrète avec vous, je suis très précise parce que ça a fait l'objet d'un débat. Le sujet, ce serait des gens qui seraient devant un établissement et qui empêcheraient l'activité de l'établissement. C'est pas du tout le lien du médecin avec son patient. Dernière question, Catherine Vautrin, vous êtes LR? Ah non, je ne suis plus chez LR depuis 2019. Et vous êtes macroniste pour autant? Je suis adhérente de Renaissance. Ce qui veut dire que vous êtes macroniste? Depuis 2024. Soutien. Je suis détentrice de la confiance du président de la République c'est pas ma question. Et du Premier ministre. C'est difficile de se définir aujourd'hui. Bien évidemment, je soutiens l'un comme l'autre. C'est le minimum de loyauté qu'on peut attendre d'un ministre. Merci Catherine Vautrin. C'était votre grande interview et à bientôt. Merci à vous.